Bonjour, rebonjour et retour dans la grande nef du musée de la Grande Guerre de Meaux pour les Facebook Lives du salon de la BD historique qui se déroule tout l'après-midi dans le musée. On est avec Lucie Castel, qui est dessinatrice, qui va nous présenter son album qui est là entre les mains. Voilà, le voyage en Égypte et en Nubie de Gianbattista Belzoni. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors d'abord, peut-être présentez-nous en quelques mots cette mini-série. Alors c'est une trilogie, donc là il manque le tome 2, mais on a, avec mes collègues Grégory Jarry et Nicole Augereau, on a adapté les mémoires d'un couple qui a vécu au 19e siècle, un couple d'anglais, enfin lui il est d'origine italienne, et qui ont vécu les prémices de l'égyptologie à l'époque où c'était plutôt du pillage qu'un travail scientifique précis comme aujourd'hui. Donc ils ont tout l'intérêt de leurs écrits, c'est qu'ils ont tous les deux écrit l'homme comme la femme, et les témoignages des femmes à l'époque sont assez rares, et ça donne vraiment un récit à deux voix. Ils racontent pas du tout, ils ont vécu à peu près les mêmes aventures, on va dire, mais ils s'attachent pas du tout aux mêmes détails de leurs aventures, quoi. Voilà. Du coup, il y a des faits marquants dans cette histoire. Belzoni, il a ouvert la deuxième pyramide d'Égypte, donc Képhren, la pyramide de Képhren. Et Sarah Belzoni, pendant ce temps-là, a passé un an seule en Palestine. Donc voilà, c'est vraiment deux histoires, deux expériences bien particulières et bien différentes. Alors donc une sorte de biographie qui est tirée de leurs journaux, les deux journaux des deux époux. Est-ce qu'on peut... Alors Belzoni, c'est pas, il est tombé dans l'oubli comparé à Champollion par exemple, qui est resté dans toutes les mémoires. Est-ce qu'on peut... il n'a pas un apport scientifique sur l'égyptologie très grand, mais il a quand même un apport. Est-ce qu'on peut quand même en parler ? Alors il n'est pas tombé dans l'oubli, c'est juste que lui il a bossé pour ces salauds d'anglais. C'est pour ça qu'on le connaît pas en France. Et donc toutes les pièces qu'il a ramenées sont au British Museum. Par exemple, dans le tome 1, il transporte la tête du jeune Memnon, qui est une tête qui fait plusieurs tonnes, et qu'on peut voir encore. Alors je sais pas, non c'est... Je vais essayer de le retrouver. Voilà, c'est ici. Donc... Pardon. Voilà, il a ramené de très nombreuses pièces qu'on peut voir au British Museum, et quand j'ai consulté un peu des égyptologues anglais, j'ai eu la chance de rencontrer le directeur du département d'égyptologie au British Museum, qui m'a dit que pour peu qu'on s'intéresse 5 minutes à l'égyptologie en Angleterre, on tombe très vite sur son nom, à Belzoni, quoi. Voilà. C'est surtout parce qu'en France, on a d'autres noms. Et notamment, dans cette histoire, il se confronte aux Français très souvent, à Drovetti et à Caillot, Frédéric Caillot, qui étaient un peu ses rivaux directs et français, du coup. Voilà. Alors comment est venue cette idée de mettre en image l'épopée des Belzoni au Moyen-Orient? C'est d'être tombé sur leurs journaux, c'est ça? Oui. Alors c'est pas moi qui suis à l'initiative de ce projet, c'est Grégory et Nicole, donc mes co-scénaristes, enfin les co-scénaristes de ce récit. Ils ont voyagé en Égypte il y a 10 ou 15 ans, comme ça, pour faire du tourisme. Et au retour de leur voyage, ils ont eu envie de lire des récits de voyageurs. Il y a eu énormément de récits de voyageurs du 19e siècle, et notamment Flaubert. Ils étaient tombés sur un recueil de récits de voyageurs qui étaient allés en Égypte, où il y avait des récits de Flaubert. Donc ils avaient envie de le lire parce qu'ils adorent Flaubert. Et parmi les récits, il y avait aussi des extraits du journal de Belzoni, et ils ont trouvé ça carrément mieux que Flaubert.
voilà, ils ont eu très vite envie de l'adapter, mais bon, la vie fait qu'ils ont fait d'autres projets. Grégory a fait des livres avec Autoté, Thomas Dupuis par exemple. Nicole, elle a fait des livres toute seule. Enfin, et c'est en 2016 qu'ils ont eu envie de remettre le nez dans Belzoni et que le projet a pris vie à ce moment-là. Voilà. Alors les albums c'est un petit peu à deux voix, effectivement, avec les deux journaux, puisqu'ils ne sont pas toujours au même endroit, les deux époux sont pas toujours au même endroit. Donc vous avez dit, il y a quand même des différences. Est-ce qu'il y a des différences sur des mêmes événements qui sont décrits de la même manière, ou alors c'est plutôt le choix de quoi ils parlent? En fait, c'est plutôt une différence de point de vue, puisque la plupart du temps, Belzoni traite avec les hommes et Sarah reste avec les femmes à la cuisine. Voilà, c'était le 19e siècle. Et non, mais c'est aussi parce que il s'attache à des choses différentes. Belzoni parle souvent de ses recherches de pièces antiques et Sarah parle des gens qu'elle rencontre. Enfin, Belzoni aussi, mais il parle plutôt des tractations pour récupérer des pièces, la négociation avec les chefs de village, ou ce genre de choses. Voilà. Et puis oui, après, il y a des passages où ils sont pas au même endroit. Sarah reste de nombreux mois à Philae, par exemple. Pendant ce temps-là, Belzoni essaye de trouver l'ancienne Bérénice sur les bords de la mer Rouge. Et puis, oui, pendant un an, en 1817, 1818, je sais plus trop, Sarah part en Palestine. Donc là, elle est vraiment seule. Elle part au début avec son serviteur, mais il finit par la quitter. Et voilà. Donc elle voyage seule à ce moment-là. C'est ça. Et alors là, ça devient aussi intéressant. Enfin, déjà rien que l'épopée égyptologique de Belzoni est intéressante, mais là, ça devient aussi intéressant parce que j'imagine qu'au début du 19e siècle, une femme qui part seule comme ça, c'est pas courant et c'est un peu remarquable. Donc là, ça devient intéressant aussi, ce côté-là. En fait, il y avait quand même pas mal de femmes qui voyageaient à l'époque, mais c'était comme pour les hommes en fait. La plupart du temps, c'était plutôt des gens de la haute société qui avaient les moyens de financer ce genre de voyage. Eux, c'est des saltimbanques à la base, ils bossent dans un cirque. Et donc Sarah, pour voyager seule, se déguise en homme. Elle s'habille en homme. Enfin, voilà. Et elle d'ailleurs arrive à rentrer dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, alors que c'était interdit aux chrétiens et qui plus est aux femmes à l'époque. Voilà, c'est ça. Alors, effectivement, un destin assez incroyable là, de ce couple Belzoni qui commence, alors lui italien, puis qui va en Angleterre, et puis artiste de cirque, et puis égyptologue après. Enfin, c'est assez étonnant. Ça donne des albums qui font penser un peu à des films avec Belmondo, parce qu'il y a un peu d'outrance comme ça, mais en même temps très précis au niveau historique, et notamment au niveau des dessins. Comment vous êtes pris pour la documentation? Parce que fin 19e, ouais, début 19e, c'est déjà un peu plus compliqué. Alors pour les dessins, j'ai quand même dessiné quasiment que les personnages. La plupart des décors, c'est pas moi qui les ai dessinés. Je sais pas si vous avez fait attention, mais j'utilise des gravures de l'époque et notamment la mine d'or de gravure qu'on a, c'est la description de l'Égypte commanditée par Napoléon. Donc Napoléon qui a envahi l'Égypte en 1790, un truc comme ça, ou je sais plus. Voilà, et qui a eu la bonne idée de partir avec une centaine de scientifiques et de dessinateurs et d'architectes qui ont documenté l'Égypte antique et moderne. Et au moment de la débâcle, c'est des salauds d'anglais, hein, comme je disais tout à l'heure. Encore eux, voilà, ils nous ont piqué toutes les pièces, donc la moitié de ce que les Français avaient piqué aux Égyptiens, sont au British Museum. Et par contre, les scientifiques et les artistes ont quand même réussi à négocier de conserver leurs notes et leurs croquis. Et ça a donné lieu ensuite à une publication en 1820 d'une somme, je ne sais plus combien de milliers de planches de gravures
Euh, Format. Grand format, ouais, c'est ça. C'est une 7 ou 8 volumes et c'est de la taille d'un meuble. En fait, le livre, c'est un meuble. Et donc, ces gravures sont assez facilement accessibles et je les ai utilisées comme documentation principale, mais aussi comme décor pour mes personnages. Du coup, pour moi, c'était un moyen de faire vivre cette documentation. C'était vraiment pour moi comme un décor de cinéma dans lequel je faisais bouger mes personnages, que je me suis sentie un peu metteuse en scène, quoi. Voilà, faire ça. Mais alors, il y a quand même des scènes peut-être un peu plus difficiles à mettre en image, on va dire. Par exemple, des scènes très techniques avec ces systèmes hydrauliques, tout ça. Ça vous a posé problème de réussir à trouver comment représenter tout ça? Problème non, mais parce que je trouve ça super intéressant de trouver le truc le plus proche, le plus précis. Alors Belzoni, il en fait des descriptions parfois un peu succinctes de la manière dont il déblaye tout ça. Après, il y a d'autres voyageurs qui ont parlé des mêmes techniques, voilà. Donc Belzoni était ingénieur hydraulique. Il, il était passionné de ça et c'est assez facile finalement de trouver ce qui se faisait en hydraulique à l'époque. Par exemple, avec l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, avec, je sais pas, même des... Bah, justement, dans la description de l'Égypte, il y a des pages sur l'irrigation en Égypte à cette époque-là. Après, ouais, on tire les fils, quoi. Enfin, vraiment, j'essaye de faire à chaque fois ce qui me semble être le plus juste et le plus proche de la description. J'essaye de faire en sorte que ça fonctionne sur le papier, au moins. Ouais, et puis ça donne lieu à des recherches un peu débiles, comme par exemple comment est-ce qu'on fait de la glace, de la glace des sorbets. À Carnac en 1817, voilà. Voilà, et ben, j'ai trouvé une gravure d'une sorbetière de l'époque. Alors je sais pas si c'est avec ça qu'ils l'ont fait, hein, parce que Belzoni raconte qu'il mange du sorbet à Carnac. Mais bon, voilà, je fais manipuler dans le tome 3 une sorbetière à Carnac. Mais il faut quand même de la glace et la montagne la plus proche est à plus de 1000 km, quoi. Voilà. Mais c'était pas impossible. Enfin, ouais, bon, bref. Ouais, faut lire l'album pour voir comment on fait un sorbet à Carnac sans glace, enfin si avec glace. Et ben alors, je vous encourage à lire ces trois albums parce que c'est à la fois drôle, parce que c'est un peu voilà exubérant, et puis en même temps on voit bien comment les débuts de l'égyptologie et c'est assez d'ailleurs c'est assez ça fait écho peut-être aussi à des problématiques plus actuelles de pillage, profiter de voilà la conquête de territoire et profiter de tout ça, mais et en même temps il dit, enfin il conclut presque en disant que les problèmes qu'il a eu c'était pas vraiment avec les autochtones mais c'était avec les Européens plutôt. Oui, bah, avec ce salaud de Drovetti, par exemple. C'était aussi un Italien, donc Belzoni et Drovetti sont italiens, mais Drovetti a choisi de travailler pour les Français et Belzoni de travailler pour les Anglais. Voilà, des concours de vie. En fait, Belzoni a fui l'Italie au moment encore à cause de Napoléon, quand il est venu envahir l'Italie, et puis Drovetti est resté sur place et lui, il est parti. Et donc je me souviens plus ce que c'est la question. C'est avec les Européens qu'il a eu des problèmes. Oui. Et donc oui, Drovetti, il y avait des rivalités. En fait, il fallait l'Angleterre et la France se battaient pour avoir la main mise sur l'Égypte et ses ressources. Du coup, ça se ressentait jusqu'à la récolte d'œuvres antiques, quoi. Enfin, c'était pas que sur un plan politique, quoi. Enfin, Eh ben merci bien Lucie. Et puis oui, je vous encourage à lire ces trois albums qui ont déjà eu plein de prix, donc ça ne ment pas. Bon, plein. Donc qui ont été très remarqués. Et puis je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour un prochain Facebook Live. À bientôt.